Très bien. Donc nous avons démarré l'enregistrement. Alors, à la lecture de ce premier texte, qu'est-ce que vous avez compris? Que fait l'auteur dans cet extrait? Ou le narrateur? Et on va voir qu'il s'agit bien d'un narrateur omniscient qui des fois partage le point de vue populaire, le point de vue des habitants de Saumur, qui aussi voient et qui ironisent, qui se moquent, qui raillent le personnage principal. Très bien, Zakia. Il s'agit d'une description physique et morale. Très bien. Même vestimentaire. Donc, oui, c'est Amel. Oui. Vous avez dit D'après ma lecture, ici, Honoré de Balzac, il essaie de peindre le personnage de Grandet, de le peindre physiquement, en donnant une description physique, la description de son caractère et une description vestimentaire. très très bien. Donc c'est un portrait à la fois physique, vestimentaire et moral ou psychologique. Donc j'en vois dans la conversation, on peut dire de façon générale qu'il s'agit d'un extrait descriptif ou bien narratif, mais à dominante, parce que ce qui domine à dominante, je suis en train d'écrire en même temps, à dominante descriptive. Voilà, à dominante descriptive. C'est un extrait narratif à dominante descriptive parce que ce qui est dominant, c'est plutôt la description du personnage, comme vous l'avez bien dit. Et c'est une description, comme vous l'avez dit, qui porte sur au moins 3 aspects fondamentaux. D'abord, le portrait physique ou l'apparence physique du personnage. Ensuite, nous avons le port vestimentaire. Je note port vestimentaire parce que des fois je prononce les mots et le jour de l'examen, je me rends compte que les étudiants m'écrivent des choses un peu bizarres. Là, je me rends compte que tous les mots que je prononce en analysant les textes ne sont pas forcément connus et maîtrisés par les étudiants. Donc le port, ça vient du verbe porter, porter des vêtements. Donc ça va donner le port, P-O-R-T, vestimentaire. Donc nous avons dit que c'est un texte narratif, mais à dominante descriptive. C'est un texte essentiellement descriptif qui porte sur ou qui brosse le portrait physique, moral et vestimentaire d'un personnage. Est-ce qu'il s'agit d'un personnage masculin ou féminin? Masculin. C'est un personnage masculin. Très très bien. On est tous d'accord. Très bien, Mehdi, Amal, Rizlan, Zakia. Très bien. On l'a bien compris. C'est facile à comprendre. On a des indices qui permettent de le deviner. Maintenant, ce que nous allons faire et ce que vous devez faire le jour de l'évaluation, c'est sortir votre brouillon. On lit le texte 1 fois, 2 fois, 3 fois s'il le faut, 4 fois, jusqu'à ce qu'on sente qu'on a bien compris, qu'on maîtrise bien, qu'on a une bonne compréhension du texte. Et ensuite, vous dessinez un tableau sur le brouillon. Et vous y mettez des rubriques avec les procédés de caractérisation du personnage que nous avons étudié en classe, mais aussi à distance. Si on commence par le premier procédé de caractérisation, à savoir le patronyme. Quand je dis le patronyme, cela veut dire le nom, le prénom, le surnom, ou bien le titre du personnage, comme le baron, le comte, la comtesse, le duc, la duchesse, c'est un titre de noblesse qui appartient au personnage. Est-ce que vous avez le patronyme du personnage qui est révélé par le narrateur dans cet extrait? Oui. Très bien. Est-ce qu'il s'agit du prénom Grandet? Très bien. Donc, je vais noter dans la conversation, premier procédé de caractérisation que l'on doit noter sur le brouillon, le patronyme. Alors, est-ce qu'on a le nom, le prénom, le surnom ou un titre du personnage, Grandet? En fait, le personnage s'appelle Félix Grandet. On l'appelle aussi le père Grandet comme le père Goriot parce qu'il est le père d'une jeune femme qui s'appelle Eugénie Grandet dans le roman. Très bien. On a le nom de famille. Bravo. Donc,
Le patronyme ici est réduit au nom de famille du personnage. On n'a que cet indice pour le patronyme. Alors maintenant, nous allons nous pencher sur la signification de ce nom, grand D. Qu'est-ce que vous entendez quand vous prononcez, ou bien qu'est-ce que vous voyez dans le mot quand vous l'écrivez? Je vais le noter dans la conversation. Grand D. Très très bien, Rizlan. On a grand D, vous avez dans grand D, on a l'adjectif grand, ce qui laisse entendre que c'est un personnage qui est grand, élancé, qui est très haut, donc quand on parle de la taille du personnage, mais cet adjectif qui renvoie à la hauteur, il est aussitôt, il est aussitôt contredit par sa propre négation. La négation, elle tient au suffixe et, qui est un suffixe, comme vous l'avez bien dit, Rizlan, diminutif. C'est-à-dire, il sert à renvoyer, à diminuer en quelque sorte la grosseur ou la grandeur des objets quand vous leur ajoutez et je vais vous donner un exemple. Je vais vous envoyer, voilà, la dernière fois que vous m'aviez demandé la signification. Je ne sais pas si ça peut passer ça passe pas dans le chat. C'est bien dommage. Hein. Ça ne passe pas. Donc, et est un suffixe diminutif qui réduit, qui diminue, qui renvoie à tout ce qui est petit. Donc nous avons l'adjectif grand qui est contredit par le suffixe et qui est un diminutif et qui est l'opposé en quelque sorte. C'est comme si on avait l'adjectif grand D, mais qui renvoie plutôt à son contraire, grâce au suffixe et qui renvoie à tout ce qui est petit, c'est un diminutif. Quand par exemple on peut avoir un livre, je vous donne un exemple, un livre normal, et vous pouvez avoir un petit livret. On dit le petit livret de santé, c'est-à-dire c'est un petit livre. Pourquoi est-ce qu'on voit un petit livre et non pas un livre? C'est parce qu'on a ajouté le suffixe diminutif ET, et. Et au féminin par exemple, vous avez aussi être ou bien un os. Un os, vous avez, ça devient un osselet. C'est-à-dire un petit os, donc vous avez ou bien une tartelette. Mariam, un diminutif diminuer. Diminuer, c'est réduire. C'est comme, je sais pas, on utilise aussi des diminutifs pour les noms de personnages. Un suffixe, je viens de donner un exemple. Quand vous parlez d'un livre, c'est un livre ordinaire, d'une taille ordinaire. Mais quand vous avez un petit livre avec un nombre réduit de pages qui est d'une taille réduite, vous ne parlez plus d'un livre. Vous parlez d'un petit livre. Alors, vous parlez d'une diminution de la taille du livre. Au lieu de parler du livre, vous allez parler d'un livret. C'est-à-dire, quand vous ajoutez le suffixe diminutif qui diminue la taille ou l'importance de quelque chose, vous ajoutez juste le suffixe ET et à la fin d'un mot, comme par exemple une tarte. J'ai préparé une tarte, c'est-à-dire une tarte qui va faire 20 cm de diamètre ou 30 cm de diamètre, mais je peux aussi préparer des petites tartes. Comment est-ce qu'on appelle les petites tartes? Des tartelettes. Des tartelettes. J'ai ajouté le suffixe et. Au féminin, ça devient E, 2T, E. Une tarte, ce n'est pas la même taille qu'une petite tartelette de 10 cm ou même pas de diamètre. Ça renvoie à la petitesse. Voilà. La tablette, on a table et tablette, exactement, c'est la même chose. C'est la même chose. J'avais un petit, des exemples. Vous avez un os, un osselet. Vous avez aussi la fourche. Par exemple, la fourche, c'est cet instrument que l'agriculteur utilise pour le foin. Une fourche, une grande fourchette que vous voyez à côté, par exemple, du diable, les photos qui représentent Belzébuth, il a toujours une fourche. C'est comme une grande fourchette d'1,5 m, mais on a la fourche et on a la fourchette. Nous, on utilise une fourchette, c'est-à-dire une petite fourche pour manger. Donc, chaque fois que vous ajoutez le suffixe et, ET, ou bien E, 2TE pour le féminin à un mot, vous signifiez la chose, mais en beaucoup plus petit. Une sorte de réduction en miniature d'un objet de taille normale. Est-ce que c'est plus clair maintenant, Mariam, le suffixe et?
Très bien. Donc, quand vous avez l'adjectif grand et vous lui collez le suffixe diminutif et, grand D, on a plutôt le contraire de grand qui va se passer. C'est-à-dire, il n'est pas aussi grand que cela. Ce monsieur n'est pas très très grand de taille parce qu'il y a le diminutif et qui vient contredire et qui vient réduire cette grandeur qui est signifiée par l'adjectif grand. Donc, on a déjà une idée sur la taille, sur la hauteur du personnage. Il n'est pas très très grand de taille. Et puis, qu'est-ce que vous entendez aussi quand vous prononcez le nom de famille du personnage, grand D? Exactement. C'est comme si on avait une sorte d'oxymore ou d'oxymoron Riesler. Vous avez grand et vous avez et, le suffixe, donc vous avez une sorte d'opposition entre grand et petit, qui sont imbriqués, qui signifie que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment très très grand de taille. Et c'est ce qui va être confirmé par la suite à travers la description physique du personnage. Un D majuscule, Saïd. Et quelle est la signification d'un D majuscule? Est-ce que ça a une symbolique, une signification particulière? Un homme, oui, c'est plutôt visuel tout cela. Vous avez visualisé un homme avec un gros ventre, donc il ressemble à un des majuscules. Oui, oui, c'est une lecture tout à fait possible. C'est très poétique, c'est très, très symbolique, c'est très imagé, c'est visuel, l'interprétation que vous donnez. Très bien, c'est un nom propre. Moi, j'entends ça. Je vous envoie dans le chat un grand D. Vous savez ce que c'est qu'un D? Quand vous jouez, par exemple, à un jeu comme le Monopoly, vous avez des dés et vous les jetez. Et des fois, vous pouvez avoir un 6. Quand vous avez un 6, vous avez gagné. Vous pouvez avoir un 3. Normalement, j'ai une image, mais les images ne passent pas dans le chat. Je ne sais pas pourquoi. Charger une présentation, débuter un sondage, je ne sais pas pourquoi. Donc, est-ce que vous savez tous maintenant ce que c'est qu'un dé? C'est une sorte de cube. Oui, pour jouer, c'est un cube. C'est une forme géométrique plutôt carrée. Carré. Et c'est un dé. Donc, c'est comme si on avait un homme qui est petit de taille, qui est tellement trapu et ramassé, mais qui est fort aussi, il est carré comme un cube. Il rappelle la forme géométrique d'un grand dé, le dé avec lequel on joue, ce cube avec lequel on joue, eh bien, il a la même forme carrée qu'un grand dé. Non, je ne sais pas, Badira, si votre interprétation... mais il n'est pas grand physiquement. Ça va se confirmer juste après. Si on lit le texte, au physique, vous avez ici une expression, vous devez le relever, c'est ça faire un commentaire. Le côté technique, rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit. Il ne s'agit pas de me redire ce qui est déjà dit dans le texte parce que je l'ai compris le texte. Vous devez me montrer que vous êtes de bons analystes littéraires, vous êtes capables de repérer avec quels moyens l'auteur Balzac a su créer un personnage type qu'il a représenté soit de façon négative, soit de façon positive. Quels sont les moyens, quelles sont les techniques d'écriture, quels sont les procédés d'écriture utilisés par Balzac pour représenter le personnage de cette façon-là, positive ou négative, améliorative ou péjorative. Hier, j'ai vu quelqu'un sur WhatsApp poser la question, il était un peu confondu, il était complètement confus entre, il confondait amélioratif, péjoratif, positif, négatif. Quand on dit qu'on a un portrait positif, on peut dire la même chose, on a un portrait amélioratif. Donc là, ce sont des adjectifs qui signifient la même chose. Pardon, c'est portrait. Donc j'ai écrit pour portrait. Donc portrait positif, c'est un portrait amélioratif. Vous pouvez utiliser l'adjectif positif et pour ne pas répéter la même chose ailleurs, vous écrivez amélioratif. Quand vous parlez d'un portrait péjoratif, cela signifie un portrait négatif, tout simplement. Négatif et péjoratif sont synonymes. Amélioratif et positif sont synonymes.
Et on revient au texte. Donc, au physique, le narrateur commence son texte par une indication claire qu'il va commencer la description physique du personnage. Et vous me dites, dans le texte, cette description physique, elle est amorcée, elle est annoncée par l'expression, entre guillemets, au physique. C'est-à-dire, sur le plan physique, voilà, je vais vous livrer le portrait physique du personnage. C'est ça, faire un commentaire. Donc, nous avons une expression au début du texte qui annonce le portrait physique du personnage qui est utilisé par le narrateur pour introduire le portrait physique du personnage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du physique ou de l'apparence physique du personnage? Au physique grand D, on a dit on a la forme carrée, grand et D, on a plutôt petit et non pas grand de taille, était l'imparfait qui est le temps de la description, était un homme. Un homme, c'est un indice aussi supplémentaire sur le personnage. Il s'agit d'un personnage masculin. C'est un personnage de 5 pieds. Est-ce que vous avez cherché l'équivalence d'un pied en mètres ou en centimètres? Ça fait combien de centimètres un pied? C'est une unité de mesure. On est d'accord? Unité de mesure de la longueur. Très très bien, Badia. C'est l'équivalent de combien de centimètres un pied? Normalement, 22 cm, 30 cm. C'est à peu près 34 cm. Voilà, un pied, c'est exactement 0,342 mètres. Donc, ça va nous donner 34 cm. Ce qui fait, si on calcule 5 pieds, ça, c'est la taille de grand D. Il fait 5 pieds. Combien ça va nous donner au total? « 1,5, c'est exactement 1,62 m. C'est 1,62 m. Alors, 1,62 m pour un homme. Comment est-ce qu'on peut considérer cela? Est-ce qu'il est grand de taille? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est plutôt petit pour un homme? Il est plutôt petit. Très, très bien. Donc, le nom sert à souligner un défaut physique chez le personnage qui est plutôt petit. Et justement, la description, les autres indices donnés par le narrateur sur l'apparence physique du personnage le confirment. Parce que la première phrase du texte qui suit le nom le confirme et il nous donne exactement la taille du personnage, la hauteur du personnage qui ne dépasse pas 5 pieds. Cela signifie qu'il ne dépasse pas 1,62 m. Il est petit. Puis vous avez une suite d'adjectifs qui va suivre. Et ce sont des adjectifs tous connotés de façon péjorative et négative parce qu'ils viennent souligner le même défaut physique qu'on trouve dans le nom grand D, qu'on trouve dans l'unité de mesure 5 pieds, ou l'indice de mesure 5 pieds, et puis vous avez une série d'adjectifs trapus, carrés. Que signifie l'adjectif trapu? Carré, on le sait, c'est le D. Il est carré, il a une forme de cube. Il est carré, la forme du personnage est plutôt carrée, il ressemble à un D qui marche. Il est court et large, très très bien. Quelqu'un qui est trapu, c'est quelqu'un qui n'est pas très très grand de taille, mais en même temps, il est fort physiquement. C'est pour cela qu'il est carré, c'est-à-dire qu'il a des épaules larges, il n'est pas mince, il n'est pas fin, il n'est pas fluet. Le personnage est large. Il a des épaules larges. Il est fort physiquement, sauf qu'il est petit de taille. Donc, à quoi va ressembler un personnage qui est corpulent, qui est fort, qui a des épaules larges et qui est petit? Il va ressembler à un D carré ou cubique. Donc, vous avez l'adjectif trapu, puis vous avez l'adjectif carré qui viennent insister sur le même détail physique. C'est la forme du personnage ou la taille du personnage qui est plutôt petit. Donc, vous avez vu comment est-ce que le narrateur, déjà dans la même phrase, il nous donne à plusieurs reprises la même information et vous dites que la répétition des adjectifs trapeux
Et carré, cette série d'adjectifs, elle sert à insister sur le défaut physique du personnage. Donc, le défaut du personnage, il est dans son nom, grand D, et puis dans le détail, aussi ça rentre dans le réalisme, quand il nous donne la taille exacte du personnage. Il fait 5 pieds. Donc, Balzac, ici, il a le souci de créer un effet de réel. Il nous donne des détails très très précis. Mais 5 pieds, ça sert à souligner le même défaut que le nom. Puis, nous avons 2 adjectifs qui viennent insister et confirmer la même chose. Il est trapeux, ramassé, large, petit de taille, et il est carré, carré comme le grand D, le D avec lequel on joue qui est carré, et qui est dans le nom. Donc, la première phrase, elle insiste sur un défaut physique. Très bien. Ayant des mollets, les mollets, vous savez où ça se situe? C'est quelle partie du corps? Les jambes, très bien. C'est la fin. En fait, c'est pas la fin du pied, c'est entre la cheville ou entre le pied et le genou. C'est cette partie qui est située exactement entre le genou et la cheville. Donc, généralement, quand on est fort physiquement, quand on fait du sport, on a des mollets très prononcés, très développés. Donc là, vous avez aussi un monsieur qui est petit de taille, mais qui est fort physiquement, qui a des épaules larges, et il a des mollets. Donc, la description, elle part d'en bas. On est concentré maintenant sur les jambes du personnage et surtout sur la partie inférieure des membres inférieurs. Il a des mollets de 12 pouces de circonférence. Qu'est-ce que ça veut dire circonférence? Oui, on le dit aussi dans l'arabe dialecte. C'est un emprunt. C'est un emprunt qu'on a. C'est le périmètre, très bien. La circonférence, c'est le périmètre, c'est-à-dire si vous faites le tour du mollet de grand D, ça fait 12 pouces. 12 pouces, ça équivaut à combien de centimètres? Le pouce, c'est exactement, Saïd, tout à fait. C'est 2,7, ce qui signifie qu'il a des mollets qui mesurent 32 cm,4. Est-ce que ce sont des mollets minces ou bien des mollets bien développés, bien prononcés et protubérants? Vous imaginez, vous essayez de mesurer, vous faites le tour du mollet de ce monsieur et vous avez 32 cm. Vous êtes sûr, Fatine? Prenez un mètre et essayez de mesurer votre propre mollet et vous allez voir. Est-ce que vous avez 32 cm? C'est énorme, Hicham, très très bien. C'est énorme, 32 cm. Il a des mollets très développés, très prononcés. Il a de gros mollets, 32 cm, ce n'est pas rien. Il y a des gens qui ont des mollets, je crois, si on les mesure, ils vont même pas faire 15 cm de circonférence. Et c'est ce qui explique ce qui est dit dans la première phrase. Parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est corpulent, qui est fort physiquement, qui est large, qui ressemble à un carré, et ses épaules larges et ce corps bien développé est porté par des mollets très très fins. Physiquement, ça ne tient pas, sauf s'il y a une anomalie. Donc c'est quelqu'un qui est fort physiquement, à tous les niveaux de son corps. Que vous commenciez par les membres inférieurs ou par les membres supérieurs, par le haut ou par le bas du corps, c'est quelqu'un qui est carré, autant de largeur et de force en haut du corps qu'en bas du corps. C'est quelqu'un de corpulent, c'est un carré large au niveau du corps dans sa totalité. Donc il a des mollets qui sont forts. Ça montre qu'il est gros, oui, on peut dire qu'il est corpulent. On préfère dire qu'il est corpulent parce qu'on vous dit gros, c'est un surpoids, c'est plutôt pathologique, c'est maladif, c'est une anomalie. On va dire qu'il est fort physiquement, il est corpulent. Ensuite, vous avez la description qui passe. Ça aussi, vous devez faire attention à la description. On passe des mollets vers les rotules. Où se trouvent les rotules? À quel niveau du corps?
au niveau du genou. Très très bien. C'est cet os plat et rond qui se trouve à la surface du genou. Donc il a des rotules, on passe des mollets. Voilà que la description devient ascendante. Elle monte. Nous passons des mollets vers les rotules, vers les genoux. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos des genoux de ce monsieur? Il a des rotules noueuses. Qu'est-ce que cela signifie, les rotules noueuses? Il y a des nœuds. Très bien, Saïd. Dans l'adjectif noueuse, on trouve le mot nœud, un nœud. Alors, ces rotules, ces genoux noueux, comment est-ce qu'on peut les imaginer? Qu'est-ce que cela signifie avoir des nœuds au niveau de la rotule ou des rotules? Ça dénote la force? Oui. Très bien. Un peu déformé, très bien, Leïla. Généralement, sur les arbres, le tronc des arbres les plus âgés, vous avez un tronc qui est noueux. Alors, la même déformation, je vais dire le même aspect. Voilà, très bien, Amal. On peut même penser à des traces d'arthrose et de rhumatisme qui ont laissé des nœuds et des varices, mais aussi surtout des nœuds dus à l'arthrose et au rhumatisme, donc à l'âge du personnage sur les genoux. Généralement, quand on est jeune, on a des jambes avec une peau qui est plutôt nette, qui est étirée, qui est brillante, où vous n'avez pas de varices et vous n'avez pas des nœuds sur la surface de la peau. Alors que là, vous avez quelqu'un qui a des rotules avec des protubérances, avec des grosseurs, avec une sorte de grosseur sur les genoux. Donc, on peut penser à quelqu'un d'âgé qui porte des varices, mais aussi qui porte les traces laissées par l'arthrose qui a déformé le genou et surtout l'os principal du genou, à savoir la rotule. Ah, Zakia, très très bien. On commence à soupçonner. On a le deuxième procédé de caractérisation, l'âge du personnage. Pour le moment, nous n'avons que des indices implicites et non pas explicites, directs pour dire avec certitude que c'est une personne plutôt âgée, comme l'a dit Zakia. Mais on va essayer de chercher d'autres indices dans le texte. Donc les rotules noueuses, d'abord c'est moche à voir, c'est l'indice de la présence de la maladie. La maladie est là. Puis il y a la vieillesse. Quand on dit rotule noueuse, c'est un nom plus un adjectif, mais qui cache derrière eux alors ce qu'on appelle la physiognomonie, qui va être développée au 19e siècle par Balzac et Zola, c'est-à-dire on essaie d'expliquer l'intériorité du personnage par son aspect extérieur. Donc rotule et noueuse, moi je dis vieillesse et maladie. Toutes les valeurs symboliques qui sont cachées derrière des mots simples. Au sens propre, j'ai des rotules, c'est une partie du corps humain, et j'ai un adjectif qui la qualifie noueuse. À partir de l'adjectif noueuse, pour une partie du corps humain, donc c'est négatif. Cela renvoie à deux éléments, la vieillesse et la maladie. Très bien, donc on est monté des mollets vers les rotules. Ensuite, vous avez et la conjonction de coordination, et il a de larges épaules. De larges épaules, ce que nous avons dit tout à l'heure. Le carré, il est fort au niveau des mollets, le bas du corps, et il est fort au niveau des épaules. Il est large des épaules et c'est ce qui va lui donner cet aspect trapu et carré. Donc, ce qu'on peut deviner à partir de cette première description générale du corps du personnage, c'est qu'il s'agit d'un homme qui est plutôt petit de taille, mais qui est fort physiquement et corpulent. Il a une forme carrée parce qu'il présente de la largeur et de la corpulence à tous les niveaux de son corps, mais avec ses rotules noueuses, on a un soupçon qu'il y a soit la maladie, soit la vieillesse, soit c'est un corps qui a connu de rudes épreuves. C'est un corps qui a été éprouvé par le temps, éprouvé par la vie. Donc il porte les traces, il porte les stigmates du temps. Il est robuste, très très bien Mariam. Il a vécu, il est âgé. Bravo, bravo. Ensuite, nous avons un point-virgule. Et la description continue. C'est une phrase quand même qui est longue. Faites attention à la longueur des phrases. Presque toute la description physique du personnage va être insérée
dans une phrase longue qui est entrecoupée de points-virgules. Le point-virgule est un élément de la ponctuation qui permet d'insérer dans la même phrase plusieurs détails à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, on va faire le commentaire d'un texte. Vous êtes attentif aux adjectifs, vous êtes attentif aux figures du style, vous êtes attentif au rythme de la phrase, vous êtes attentif à la longueur de la phrase et vous êtes attentif à la ponctuation. Tout ce qui est procédé d'écriture. Alors, nous avons eu l'aspect général du personnage, la taille, la hauteur, la forme carrée, etc. Maintenant, la description s'achemine vers le visage. Son visage était rond. Peut-on tirer une résistance à l'âge? Oui, Zakia, c'est très très bien dit. C'est quelqu'un qui est peut-être âgé, mais qui se porte bien quand même pour son âge. C'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui est physiquement fort et bien portant. Il est bien portant. Il est en bonne santé et ça se voit. Malgré l'âge, c'est quelqu'un qui résiste bien à l'âge, comme vous l'avez bien dit. Donc ici, vous avez une description qui est passée du général vers le particulier. Qu'est-ce qu'on a dit d'abord tout à l'heure? La description au niveau de la première partie de la phrase, elle a été ascendante. Elle montait d'en bas vers en haut. On est parti des mollets vers les rotules, puis vers les épaules. Les épaules, ensuite, nous passons au visage, c'est-à-dire au niveau de la tête, la partie supérieure du corps. Et on passe de tout ce qui est général, les épaules, les rotules, etc., vers le détail. Son visage. Donc maintenant, nous savons que le narrateur va se concentrer sur le visage du personnage. Excusez-moi. Voilà, très bien. Son visage était rond. Et vous l'avez remarqué, nous avons la présence de l'imparfait. Et l'imparfait est un temps privilégié de la description. Vous le dites. Ça aussi, c'est un indice qu'il s'agit bien d'une description. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos du visage du personnage? Son visage était rond, virgule, tanné, donc adjectif 1, rond, adjectif 2, tanné, adjectif 3, marqué de petites vérolles. Qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de cette première description du visage? Qu'est-ce que vous avez compris? Un visage rond. Très bien, Sofiane. Pardon, Mehdi. Mais attendez, on commence par rond. Il a le visage rond. Oui, il a subi des épreuves. Son visage était rond. Le visage, c'est normal qu'il soit rond. On l'a dit, c'est quelqu'un de fort physiquement, de corpulent. Donc, il a un visage qui est quand même joufflu. Il a quand même un visage qui est rond, qui correspond à la forme globale du corps qui est carré. Donc, le visage est en harmonie. De par sa forme, il est en harmonie avec la totalité du corps. Ensuite, il a le teint. La couleur de la peau est tannée. Quand vous avez la peau tannée, qu'est-ce que cela signifie? Bronzé, très bien. Il a un teint foncé. On dit qu'il a été tanné par le soleil. C'est-à-dire le soleil a modifié la couleur du visage qui n'est plus claire, mais il a une couleur foncée. Il est bien bronzé, il est basané. Qu'est-ce qu'on peut conclure quand un personnage a un visage tanné, basané, et on est dans un pays européen? C'est la France, c'est l'Europe, normalement, avec le temps qu'il fait, la peau a bruni très très bien. On peut conclure que c'est quelqu'un qui travaille dur ou bien c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps très bien confronté aux adversités de la vie. Il a enduré beaucoup d'épreuves. C'est un travailleur, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sous le soleil, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à l'extérieur. Très très bien, très très bien. Vous avez tout compris. Donc la rondeur du visage, elle est en harmonie avec la forme carrée du corps. Le teint tanné, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps en dehors de chez lui, peut-être à travailler très très dur sous le soleil. Et puis, il est marqué de petites vérolles. Vous avez parlé d'une maladie infectieuse. Très très bien. Mais c'est quoi la petite vérole? C'est quoi cette maladie infectieuse exactement? C'est une maladie qui laisse des traces. Une maladie de la peau. Soyez plus précise, Fatima. En fait, c'est une maladie
qui ne touche pas la peau, mais qui laisse des traces sur la peau. C'est comme la varicelle. En fait, c'est la syphilis, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est une maladie vénérienne. C'est ce qu'on appelle la syphilis. En arabe, je crois. C'est parce que ça a la forme de zuhur ou noir. Parce que quand vous vous rétablissez de la maladie, cela laisse sur le visage des petites taches et des cicatrices rondes qui ont la forme de petites fleurs. C'est ça la petite vérole. C'est une maladie sexuellement transmissible. Non, c'est pas le judari. Non, c'est pas le judari. C'est plutôt c'est la syphilis. C'est la petite vérole. Si vous cherchez sur internet, vous allez. C'est la syphilis. C'est connu. C'est connu. C'est une maladie infectieuse, une maladie sexuellement transmissible. Quand on a des contacts sexuels sans protection, on finit par attraper des maladies, comme le sida, mais il y a aussi la syphilis qui était très très répandue dans pas mal de pays, un peu partout dans le monde. C'est commun à tout le monde, mais surtout dans les pays européens au 19e siècle. Et il a été très répandu dans les milieux de la prostitution. Quand les hommes mariés ou non mariés avaient des rapports sexuels avec des prostituées dans des maisons closes, ils finissaient par attraper des maladies sexuellement transmissibles, les MST comme écrit Amal, et la syphilis. Demandez à vos parents, ils vont vous expliquer tout cela. Zahari en arabe, c'est la syphilis, c'est la petite vérole. Et quand vous êtes, comme je l'ai dit, même après la rémission, après le rétablissement, quand on guérit de la maladie, ça laisse sur le corps du malade des traces. Donc les gens, quand ils voient ces personnes, on peut reconnaître une personne qui a déjà attrapé cette maladie sexuelle rien qu'à ces traces laissées sur la peau de la victime. Très bien, donc ça évoque cette période du 19e siècle, la restauration, voilà, c'est le nom commun de la syphilis. Oui, c'est toute une période. Et vous le savez très bien, Boule de Suif de Maupassant porte sur la prostitution. Émile Zola a écrit Nana, un roman qui est dédié au monde de la nuit et de la prostitution. Donc, dans ces milieux-là, en Europe, on avait des hommes qui pouvaient être mariés dans les romans de Balzac et de Zola, qui fréquentaient des prostituées dans des maisons closes et qui souffraient justement de la syphilis. Donc, Grandet, il a un visage rond, en adéquation avec son corps taré. Il a le teint foncé, peut-être parce qu'il travaille à l'extérieur, il passe beaucoup de temps à l'extérieur, mais il porte aussi sur le visage les traces de cette maladie sexuellement transmissible qu'il a contractée certainement dans le passé. Donc, cela nous laisse comprendre que le personnage avait eu certainement des aventures soit, et on sait que c'est un homme marié ici parce que c'est le père d'Eugénie Grandet, soit il a eu des relations avec des prostituées en dehors du mariage, des relations extra-conjugales, ou bien dans sa jeunesse, il a fréquenté les maisons closes et justement, il porte toujours les traces de cette maladie qu'il avait contractée dans le passé. Donc ça aussi, ça nous donne, voilà que le personnage commence à prendre de l'épaisseur. Je ne sais pas si vous le sentez, mais le personnage commence à exister pour vous et pour moi. Il commence à devenir presque présent, il prend de l'ampleur et de l'importance. Très bien, donc marqué de petites véroles, toujours au niveau du visage. Donc le visage, c'était plutôt général. Maintenant, on va vers les détails. Son menton était droit. Vous savez où se situe le menton? Le menton, très bien, c'est le bas du visage. Alors, quand vous avez le menton droit, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Les gens qui ont un menton droit. Il avait le menton droit, alors qu'on a dit qu'il avait un visage rond. Normalement, il devrait avoir un menton plutôt arrondi, plutôt circulaire. Non, il n'a pas de barbichette, c'est juste le menton qui était droit. Vous avez l'adjectif droit, droiture, strict, sévère, discipliné, méchant peut-être aussi.
Les gens qui sont très sérieux et très sévères, ils ont un menton droit. Très bien, Badia, il est tenace. Surtout, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de droit et quelqu'un de sévère. C'est-à-dire, il n'a pas cette rondeur joviale, généreuse des gens qui sourient tout le temps. Il a le menton fermé, droit, parce qu'on soupçonne qu'il est très sévère, très méchant. Il ne présente jamais un menton rond qui sourit, ouvert et généreux. Et c'est confirmé juste après par un autre détail du visage. Ses lèvres, il est sérieux, très bien, Mariam. Ses lèvres n'offraient aucune sinuosité. Que signifie une sinuosité? C'est une courbe, très très bien. Adil, pardon, Sihan. Très bien, aucun détour, aucune courbe, aucune rondeur. Il a des lèvres droites également. Et quand est-ce que les lèvres deviennent-elles sinueuses, courbées? C'est quand on sourit. On dessine des demi-cercles avec la bouche. Donc chez lui, il n'y a pas de courbe, il n'y a aucune sinuosité. Cela signifie que c'est quelqu'un qui a le visage fermé, aucun signe de joie, Zakia. Très très bien. Il a les lèvres qui n'offrent aucun signe de joie, aucun sourire. Il a le menton droit, les lèvres aussi qui sont droites, qui sont dessinées de façon droite, sérieuse, un visage fermé où ne se dessine jamais la courbe d'un sourire. Soit il est triste, soit il est très sérieux, il est droit, il est strict, il est discipliné, il est à la limite méchant, c'est quelqu'un qui ne sourit pas. C'est-à-dire il est inexpressif, il n'exprime aucune émotion. Il apparaît sévère, très bien Fatima. Il n'exprime aucune, son menton et ses lèvres n'expriment aucune émotion. Et ses dents, je vous la description, on est parti du visage vers le menton, c'est-à-dire le visage globalement, puis les détails du corps. Nous avons une description qui était tout à l'heure ascendante, qui montait. Maintenant, nous avons une description qui va du général vers le particulier, qui va de l'ensemble vers le détail qui relève de l'ensemble. Soyez toujours attentifs à ces détails. La description, le détail vers le général. J'aurais pu commencer par les dents, les lèvres, le menton. De façon générale, son visage était fermé et peu généreux. Non, on est parti du visage et puis on commence à décortiquer le visage. Le général, toujours vers le particulier et vers le détail. Très bien. Ses dents étaient blanches. Ses dents étaient blanches. Qu'est-ce que cela peut nous révéler sur le personnage? Il est riche, très bien, très bien. Il a les moyens. C'était l'ancien maire de la petite ville de Saumur qu'on rencontre à la fin du texte, Kanwa le maire. Donc c'est une personnalité très connue et c'est quelqu'un qui était un ancien tonnelier qui va devenir très très riche. Il a réussi dans le monde des affaires, qui devient très riche mais qui continue à prétendre devant les gens qu'il était moyennement riche, qu'il n'était pas aussi riche qu'on le pensait. Mais les gens de Saumur, les voisins, les habitants de Saumur, savaient que Grandet possédait une large fortune. Il était très très riche. Très bien, Fatima, il a une apparence soignée. Quand je dis que comme l'apparence physique, elle peut me donner des informations sur le statut du personnage. Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est pauvre? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il néglige son apparence ou bien est-ce qu'il soigne son apparence? Ici, vous avez des dents blanches. Cela signifie que c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Ça rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure. Quand vous avez des dents blanches, c'est-à-dire que vous ne vous adonnez ni à l'alcool, ni à la consommation de tabac, ni à tous les plaisirs qui étaient répandus sous la Restauration en France à cette époque-là au XIXe siècle. Donc, il avait une hygiène de vie qui est assez remarquable. C'est quelqu'un qui faisait attention à sa santé, qui prenait soin de ses dents et qui ne consommait pas tout ce qui était susceptible de ruiner sa santé.
Très bien, mais il est avare. Donc il a des dents blanches, bonne santé, hygiène de vie, il fait attention à son apparence, mais surtout il prend soin de sa santé parce qu'il a envie de vivre longtemps. Puis on va encore vers les détails. Après les dents, ses yeux. Ses yeux avaient l'expression adjectif calme et dévoratrice. Deux adjectifs qui ont deux connotations complètement différentes. Calme, c'est plutôt positif. Et dévoratrice, c'est péjoratif. Ça constitue une antithèse. Une antithèse. Ça renvoie à deux valeurs opposées. Le caractère paradoxal du personnage est énigmatique. Alors, quand on dit que ses yeux avaient l'expression calme et dévoratrice, que le peuple accorde au basilic. Est-ce que vous avez cherché la définition du mot basilic? Et vous allez en trouver plusieurs. Laquelle vous avez choisi? Il y a une antinomie, très bien Saïd. Il y a une antithèse, il y a une sorte de paradoxe, C'est une créature mythologique, très bien, qui relève de l'Antiquité gréco-romaine, qui renvoie à un serpent ou un lézard. C'est un animal mythologique entre le serpent et le lézard qui avait la capacité de... Qu'est-ce que vous avez trouvé? Que pouvait faire le basilic? Dont le regard est nocif. Très bien, Saïd. Le regard est même mortel. C'est un serpent lézard capable de tuer les autres avec le regard et son venin. Donc le venin et surtout le regard de ce lézard, de ce serpent, quand il fixe quelqu'un ou une personne ou un autre animal du regard, il le tue sur le champ. Nous avons ici une métaphore. Le travail d'elle comme les commentateurs et les commentatrices du texte. Ses yeux avaient l'expression calme et dévoratrice. On a les deux adjectifs qui renvoient à deux valeurs opposées. Que le peuple, quand on dit ici le peuple, vous avez un point de vue qui est introduit dans le texte. C'est comme si Balzac, ou bien le narrateur omniscient dans le texte, le narrateur omniscient qui depuis tout à l'heure voit et décrit le personnage, il adopte le point de vue du peuple, c'est-à-dire des habitants de Saumur. Que disent les gens de Saumur sur Grandet? C'est que ses yeux avaient une expression énigmatique, à la fois calme mais dévoratrice, que le peuple accorde au basilic. Nous avons une métaphore qui établit un rapprochement ou une comparaison entre le regard de Grandet et le regard de cet animal dévorateur et assassin. C'est pour dire que le regard de Grandet est un regard. Comment est-ce qu'on peut qualifier alors l'expression des yeux de Grandet? Il est méfiant. Très bien. Très bien, Ahmed. Il se méfie des autres. Quoi encore? Il a un regard mortel, un regard froid, un regard foudroyant. Très bien. Il est très prudent, très méfiant. Bravo. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif comme description des yeux? Après les lèvres qui ne sourient jamais, le menton qui est strict et méchant, c'est négatif. Vous voyez comment est-ce que les détails négatifs ou les informations à caractère négatif commencent à s'accumuler au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture du texte. Donc il a un regard mortel, c'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un qui n'est pas très sociable, c'est quelqu'un qui n'est pas très chaleureux, c'est quelqu'un qui n'aime pas ses semblables, c'est quelqu'un qui prend ses distances et c'est quelqu'un qui refuse toute forme de lien, toute forme d'amitié et toute forme de contact. D'ailleurs, le texte moi que je vous ai proposé, il commence par un petit paragraphe que j'ai enlevé pour me concentrer sur ça. Il a les internet le livre, vous allez trouver, il n'allait jamais chez personne, il ne voulait ni recevoir, ni donner à dîner. Il ne faisait jamais de bruit et semblait économiser tout, même le mouvement. Il ne dérangeait rien chez les autres par un respect constant de la propriété.
Donc c'est quelqu'un qui ne va jamais chez les autres, qui ne reçoit jamais chez lui. Il n'a aucune forme sociale. Et on se demande pourquoi. Pourquoi cet homme est-il aussi introverti? Très bien. C'est parce qu'il est avare, comme vous l'avez dit, sihel. On va le comprendre par la suite. Donc tous les détails qu'on a jusque-là, les détails du visage, et vous le savez très bien, un personnage accueillant, généreux, sympathique, vous allez le lire sur le visage de la personne. Vous comprenez, si la personne a envie de vous parler, si elle a envie de nouer une amitié avec vous, l'accueil du personnage se lit, la générosité du personnage se lit au niveau de l'expression du visage, surtout au niveau des yeux et de la bouche. Quand quelqu'un vous regarde avec tendresse et vous fait un sourire, vous savez que c'est quelqu'un qui a envie d'entrer en contact avec vous. Mais quand quelqu'un vous rejette avec la méchanceté du regard et la droiture du menton et les lèvres qui ne sourient pas, vous comprenez que c'est quelqu'un de froid, de distant, d'indifférent, de solitaire, quelqu'un qui ne cherche pas à établir des contacts avec autrui. Très très bien. Point virgule et la description physique continue. Maintenant, nous montons vers le front. Son front, plein de rides transversales. Quelle information m'apporte cet indice sur le front? Son front, plein de rides transversales. L'âge, très très bien. Le procédé de caractérisation numéro 2 se confirme. C'est quelqu'un qui porte des rides horizontales sur le front. Donc, quand on porte des rides de la sorte sur le front, soit on a vécu beaucoup de malheurs, soit on est âgé. Donc, le détail rejoint les rotules noueuses pour signifier ou pour confirmer l'âge assez avancé du personnage. Il est assez vieux, grandé. Alors, son front, il était plein de rides transversales, mais en même temps, ce front ne manquait pas de protubérance significative. Qu'est-ce que c'est qu'une protubérance? Oui, Myriam, c'est une lecture possible. Soit il est pensif, soit il est triste, soit... Mais c'est surtout l'âge. Avec les rotules, on comprend que c'est plutôt l'âge. L'arthrose, les rotules, les varices, et puis on a les rides. Mais ce front, il porte aussi des protubérances. C'est quoi? C'est une saillie, c'est une bosse. Très, très bien. Ce sont des petites bosses, ce sont des grosseurs sur le front. C'est comme s'il avait des verrues, comme s'il avait de gros boutons, comme s'il avait des tumeurs sur le front qui dépassent. Ne manquez pas de protubérance significative. Quelle est la fonction de l'adjectif significative ici pour qualifier ces bosses? Très bien, Leïla, mais essayez toujours d'utiliser un dictionnaire français-français, pas de dictionnaire bilingue, ça vous apprend la paresse. Pour apprendre vraiment la langue française, ne passez jamais par un dictionnaire bilingue. Sauf si vraiment vous n'arrivez pas à comprendre la définition qui est donnée dans un dictionnaire français monolingue, qui n'ont pas d'explication. Non, non, quand vous dites quelqu'un il avait une blessure quand même significative. Qu'est-ce que cela signifie? Il avait des protubérances significatives. Oui, c'est toujours le narrateur omniscient qui voit. On est dans le point de vue du narrateur omniscient qui sait tout sur le personnage. Importante, Hicham. Très très bien. Les protubérances, elles ne sont pas anodines, elles ne sont pas petites, elles ne sont pas presque invisibles. Elles sont significatives, c'est-à-dire ce sont des bosses qui sont assez volumineuses et assez grosses. On les voit même à une grande distance, vous les voyez. Ce sont de gros boutons, ce sont de grosses tumeurs, ce sont de grosses bosses qui se dégagent du front de Grandet. Ce sont des protubérances significatives, remarquables, visibles, importantes, comme l'a bien dit Hicham. Alors, le front porte des rides, c'est l'âge. Avec les protubérances, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce front? Est-ce que c'est normal de porter des tumeurs et des bosses significatives sur son front? Est-ce que vous en avez? Est-ce que j'en ai? Est-ce que le commun des mortels en a? Qui sautent aux yeux, très très bien, Ahmed. Fatima aussi, ils sont clairs, sont visibles. Les rides, c'est la vieillesse. Alors, les protubérances, que veut nous dire le narrateur à travers cette description du front qui porte des protubérances?
Cela sert à souligner la laideur. C'est une anomalie. C'est quelque chose d'anormal. Porter de grosses bosses sur le front, cela vous donne un aspect presque monstrueux. Si on n'oublie pas que sur le visage, de façon générale, il y a des traces de syphilis, de la syphilis, la petite vérole. Il y a des cicatrices, en plus des cicatrices, il porte des bosses sur le front. En plus de cela, vous avez des sinuosités, des rides qui viennent creuser des sillons sur le front de Grandet. Il y a beaucoup d'anomalies physiques. Il y a l'âge, mais il y a aussi des petites anomalies pathologiques, parce que ce sont des tumeurs, des protubérances qui poussent sous la peau. Ce sont des tumeurs sous la peau qui sont bénignes, elles ne sont pas malignes, ce ne sont pas des cancers, mais ce sont des tumeurs. Donc, il y a toujours la maladie, la laideur et la vieillesse. Ils sont associés. Vieillesse plus maladie, plus, en fait, quand je dis la maladie, c'est-à-dire c'est l'impact du temps, l'impact de l'âge qui nous donne quelques petites, ce genre de boutons, ce genre de verrues, les varices sur les jambes. C'est-à-dire, ce sont des petits dysfonctionnements, ce n'est pas la maladie au sens classique, mais ce sont des indices de quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Donc, on a les concepts de vieillesse ou l'idée de vieillesse, maladie, laideur qui reviennent souvent. Oui, quelqu'un qui fronce les sourcils, mais vous n'avez pas besoin de surinterpréter. Vous n'avez pas besoin de surinterpréter, puisque vous avez déjà un indice sur l'âge avec les rotules. Donc, c'est confirmé avec les rides et avec ces protubérances sur le front. Alors, les protubérances, c'est une voilà, il est défaillant physiquement, c'est une défaillance physique, c'est l'usure du temps, c'est l'usure du temps. Quand on commence à vieillir, on voit des choses apparaître sous la peau, sur la peau, les varices. C'est pour dire que c'est un corps qui est marqué de traces. Et ces traces font de lui un corps qui est porteur de stigmates. Donc, cette forte présence de cicatrices, de traces, de stigmates font de lui un corps qui n'est pas vraiment très, très attirant. Il est âgé, il est usé, mais il porte des indices qui peuvent susciter le dégoût chez celui ou celle qui le voit pour la première fois. Voilà, donc c'est tout à fait normal. C'est l'âge, ça s'explique. Ensuite, après les protubérances sur les fronts, la description continue de monter. Et on va vers les cheveux. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos des cheveux de Grandet? Ces cheveux jaunâtres. Quand on dit jaunâtre, cela signifie qu'il est blond. La blondeur, très bien Ahmed, il est blond, il a des cheveux jaunâtres, dorés. Mais ils sont jaunâtres et grisonnants. Quand on dit grisonnant, cela signifie que les cheveux blonds commencent à être envahis par des cheveux gris. Et quand on dit les cheveux grisonnants ou les cheveux gris, mes amis, on veut dire la vieillesse, l'âge, et ça se confirme maintenant. Le procédé de caractérisation numéro 2, l'âge se confirme. Nous avons affaire à un personnage masculin, âgé, qui s'appelle Grandet, et le nom, on a vu, renvoie à un défaut physique qui est confirmé par la longue description physique. Très bien. Il a les cheveux jaunâtres et grisonnants. Il y a un mélange de cheveux jaunes, blonds et gris, était blanc et or. Disaient quelques jeunes gens, Nathalie, elle a la parole populaire, le point de vue du peuple, le point de vue des voisins et des habitants de Saumur sur le personnage qui est adopté par le narrateur omniscient. Comme si le narrateur omniscient se faisait le porte-parole du peuple. Le peuple se moque de Grandet quand on le voit passer. Il avait les cheveux jaunâtres, grisonnants, était blanc et or, disaient quelques jeunes gens qui ne connaissaient pas la gravité d'une plaisanterie qui était faite sur monsieur Grandet. Est-ce que vous avez compris le sens de cette phrase? C'est l'une des plus belles phrases dans le texte.
Qui peut me dire, essayez d'activer les micros si vous arrivez à le faire, sinon vous m'envoyez dans l'espace de la discussion, vous me dites qu'est-ce que vous avez compris. Il avait les cheveux jaunâtres et grisonnants, mais on ne dit pas ses cheveux jaunâtres et grisonnants étaient blancs et or, disaient quelques jeunes gens qui ne connaissaient pas la gravité de cette plaisanterie faite sur Monsieur Grandet. Oui, j'attends. Qu'est-ce que vous avez? Quelle est la plaisanterie justement qu'on fait sur Grandet? Quelle est cette plaisanterie? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Les mots, très bien. Or. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est quoi cette plaisanterie? Ses cheveux étaient or et blanc, voilà, c'est ça la plaisanterie. Et quel est le sens de cette plaisanterie? Vous l'avez comprise. Que disaient les jeunes quand ils voyaient passer Monsieur Grandet? Très très bien, très bien, Saïd. C'est-à-dire que les jeunes de Saumur, du petit village, de cette ville de Saumur, qui est une petite ville en France, quand les jeunes voyaient passer Grandet, ils disaient le vieux, il a des cheveux, non pas jaunâtres et grisonnants, ils disaient il a les cheveux blancs et or. Le blanc renvoie à l'argent, c'est-à-dire le métal précieux, et il a les cheveux couleur d'or pour évoquer l'or. C'est une plaisanterie, voilà, disaient quelques jeunes gens qui ne connaissaient pas la gravité d'une plaisanterie faite sur Monsieur Grandet. C'est-à-dire que le peuple se moquait de Grandet en utilisant des mots, des métaux précieux qui sont très très chers à ce monsieur qui est à la fois riche, il possède de l'argent, il possède de l'or, il aime l'or, il veut accumuler tous ces métaux précieux et qui est en même temps avare. Donc pour se moquer de lui, on ne disait pas qu'il avait les cheveux jaunâtres et grisonnants, on disait « Ah, le vieux riche qui a les cheveux blancs comme l'argent et or, couleur d'or, lui qui aime amasser l'or, la fortune, etc. » Donc on se moquait de lui parce qu'il était riche et avare en même temps. C'est une plaisanterie qui est faite par le peuple, qui est faite par le commun des mortels, ce qu'on appelle le vulgaire. Très bien. Il ne vit pas vraiment dans le luxe. Il est riche, mais il vit petitement. C'est quelqu'un qui vit modestement. C'est quelqu'un qui aime l'argent, il ne veut pas le dépenser. Il ne vit pas du tout dans le luxe. C'est quelqu'un qui économise son argent, qui prive sa fille, qui va même mettre la fortune sur l'héritage maternel de sa fille après la mort de sa mère. C'est quelqu'un qui aime l'argent plus que sa fille, plus que lui-même. Donc il économise l'argent. C'est pour cela qu'il rejette les gens. C'est pour cela qu'il a un regard de basilic. Il ne veut pas qu'on lui demande de l'argent. Il ne dépense pas. Il ne dépense pas son argent. Vous allez le voir. On va le comprendre vers la fin du texte. Et on continue. Après les cheveux, on redescend vers le nez. Son nez, gros par le bout. Quand on dit le nez gros par le bout, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Avoir un nez qui n'est pas gros de façon générale, mais juste le bout, c'est-à-dire la terminaison du nez, le bout, le pic du nez, c'est négatif. Voilà. Ça ressemble à un nez de clown avec le gros point rouge. Il a un nez qui est gros par l'extrémité, donc ce n'est pas beau à voir, on est toujours dans la laideur. Supporté, donc son nez supporté, c'est-à-dire qu'il portait, il servait de support. À quoi? À une loupe veinée que le vulgaire, c'est-à-dire le commun des hommes, le peuple autour de lui, disait, non sans raison, c'est-à-dire qu'ils avaient raison, pleine de malice. Qu'est-ce que c'est qu'une loupe veinée? C'est satirique, c'est ironique. Ici, le narrateur adopte le point de vue ironique du commun des hommes, des voisins, du peuple. C'est le point de vue populaire sur Grandet. Ce que les gens disent et pensent de Grandet. Et ce point de vue, il est introduit dans le texte à travers le regard du narrateur omniscient. C'est comme si on avait
une double voix et un double point de vue dans le texte. Celui du narrateur omniscient, mais aussi on a le point de vue du peuple sur Grandet. Il est très sarcastique, il est ironique, il y a beaucoup d'ironie, il y a de la critique ironique, sarcastique, satirique dans cet extrait. La loupe veinée, vous avez cherché la définition parce qu'on a la loupe, c'est l'outil qu'on utilise pour grossir les objets. Vous mettez ce sont des verres grossissants. Vous achetez une loupe, vous essayez d'observer une petite fourmi, ça va grossir la forme d'une fourmi. Mais une loupe ici, au niveau du nez, la loupe veinée, c'est plutôt une tumeur. Très bien Saïd, qui présente des veines. Il a un gros bouton, c'est une tumeur cachée sous la peau. C'est comme s'il avait sur le nez un gros bouton, comme dans les dessins. Moi, je lui dis toujours à vos camarades chaque année, je leur dis, ça me fait penser à des sorcières. Dans tous les dessins animés, quand on était petit, on avait toujours la sorcière qui avait un nez fin, mais crochu, et elle avait toujours un gros bouton sur le nez, ce qui rend la sorcière moche, hideuse, elle fait peur. Eh bien, la même chose. Encore, après le front, même le nez de Grandet porte une grosse tumeur qui est traversée de petites veines. Il y a des petites veines de sang, rouges et bleues, qu'on voit à travers ce gros bouton qui est sur son nez. Et ça arrive des fois. Des fois, vous entendez sur des personnes, elles ont des grosseurs sur le visage et on voit un réseau de petites veines rouges qui traversent ce gros bouton. Donc ici, on est dans le registre de la laideur. Voilà, c'est une grande laideur. Le personnage est rebutant. Le personnage est à la limite dégoûtant. Il est rebutant. C'est-à-dire, il génère ou bien il engendre chez le lecteur un sentiment de répulsion et de dégoût. Voilà, c'est un personnage. La laideur du personnage est soulignée à travers ses détails physiques. Très bien. Donc après le nez, on en vient presque à la fin de la description du portrait physique. On enchaîne. Cette figure, c'est-à-dire le visage, de façon générale, la face, la figure de Grandet, annonçait une finesse dangereuse. Est-ce que la finesse, c'est péjoratif ou c'est amélioratif? Avoir de la finesse sur le visage. C'est une finesse, c'est parce que, oubliez l'adjectif dangereuse. Voilà, la finesse, c'est plutôt tout ce qui est fin. Avoir un caractère fin, avoir un esprit fin, c'est-à-dire c'est faire preuve d'intelligence. Lui, dans cette figure, cette personne, toute la personne de Grandet, quand vous la voyez venir, cette personne annonce une finesse, une subtilité, une intelligence, et on se dit, ah, voilà, peut-être que le personnage est moche physiquement, mais moralement, il est, il est plutôt bon, on va commencer un portrait moral positif. Donc, toute cette figure, toute la personne de Grandet, quand on la voit venir, annonce une finesse, une intelligence, une subtilité dangereuse. Aussitôt, on a un point positif, il est aussitôt rattrapé par quelque chose de négatif, et la positivité de finesse, elle est en quelque sorte contredite par le côté négatif de l'adjectif dangereuse. C'est ce qu'on appelle un oxymore ou un oxymoron. Vous connaissez la figure de style, l'oxymoron? L'oxymore. Très bien, j'envoie pour ceux qui ne connaissent pas, j'envoie la définition. L'oxymore, comme l'antithèse, il rapproche des termes opposés. La finesse est dangereuse, ce n'est pas censé se rencontrer parce qu'il renvoie à deux valeurs opposées. Donc ici, nous avons un oxymore qui renvoie à deux termes opposés, ou bien qui rapproche deux termes opposés, et qui va créer un effet de surprise chez le lecteur.
Il crée un effet de surprise chez nous. Donc, même quand on essaie de dire quelque chose de positif, de grandet, ça devient vite négatif. Il a une finesse, une intelligence, mais dangereuse. Il a une probité. La probité, c'est positif ou c'est négatif? C'est positif. Qui dit probité dit honnêteté. La probité égale droiture, intégrité de la personne, voilà, très très bien, l'intégrité, l'honnêteté. Donc c'est quelqu'un d'honnête. Mais qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette probité, cette loyauté de Grandet? C'est une probité sans chaleur. Un deuxième oxymore qui vient souligner, quand vous avez un oxymore qui rapproche deux éléments complètement opposés, c'est une façon de souligner le caractère paradoxal, le caractère antithétique, le caractère énigmatique et mystérieux de ce monsieur. Il est fin, il est subtil, il est intelligent, mais c'est une intelligence dangereuse parce qu'elle n'est associée qu'à l'argent. Et c'est un homme qui est honnête, il est probe, c'est connu parmi les habitants de Saumur. Mais c'est une probité qui reste sans chaleur. Parce que nous l'avons vu tout à l'heure, il ne veut pas avoir de contact avec autrui, il déteste son entourage, il fuit son entourage, il est solitaire, il est froid. Donc c'est une intégrité inefficace qui ne sert à rien. Donc c'est un personnage mystérieux, il renferme des valeurs opposées. Il est intelligent, mais c'est une intelligence dangereuse. Il est intègre, mais il est d'une intégrité non sociable, sans aucune chaleur humaine, sans empathie, sans solidarité, sans aucun élan d'empathie pour les autres ou de solidarité pour ceux qui ont besoin de lui. Il a l'égoïsme, cette figure annoncée, l'égoïsme. Là, vous avez le portrait moral. Ah ouais, il a commencé. C'est quelqu'un d'intelligent, mais il est d'une intelligence dangereuse. Parce que son intelligence, il ne l'emploie que pour s'enrichir. C'est quelqu'un d'intègre, mais il reste sans chaleur, il reste froid, il reste inhumain. Il est antipathique. Et vous avez une autre caractéristique morale, c'est quelqu'un d'égoïste. L'égoïsme d'un homme habitué, c'est-à-dire qui a l'habitude, habitué à concentrer. Il concentre, il focalise tous ses sentiments, tous les sentiments, les quelques sentiments positifs qu'il a, son énergie, son amour, sa passion, son courage, sur quoi concentre-t-il ces sentiments qui peuvent le sauver? Dans la jouissance, dans le bonheur et le plaisir de l'avarice, la pratique de l'avarice. Il employait tous ses sentiments dans l'avarice, dans la pratique de l'avarice et sur le seul être qui lui fut réellement cher ou de quelque chose, sa fille Eugénie, sa seule héritière. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Alors vous avez le portrait moral du personnage et il est négatif du début à la fin. Un esprit étriqué et mesquin. Bravo Badia, très bien. Il aime sa fille. Mais est-ce qu'il aime l'argent ou bien il aime sa fille? Qu'est-ce qu'il préfère? Qu'est-ce qu'il aime le plus? L'argent ou sa fille? Sihem. Très bien. L'argent. Oui, Nihal, il pense à sa fille. Amasser l'argent. Pourquoi vous dites qu'il préfère l'argent à sa fille? Donnez-moi une preuve à partir du texte. Vous êtes en train de commenter le texte. La structure de la phrase. Il préfère l'argent, oui. Pourquoi il préfère l'argent? Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Héritière, très bien. Saïd, vous avez déjà fait le cours avec moi l'année dernière, non? Très bien, Suad. Vous dites qu'il préfère l'argent à sa fille. Il aime l'argent plus que sa fille. Donnez-moi une preuve à partir du texte. Bravo, Saïd. Bravo. Ben non, il n'économise pas pour sa fille pour qu'elle vive aisément, puisqu'il va voler l'argent de sa fille. Je vous mets la structure de la phrase et faites attention. L'égoïsme d'un homme
Déjà, là, nous avons un trait de caractère négatif qui est souligné par l'auteur, qui met l'accent sur l'égoïsme de cet homme. La bourgeoisie française du 19e siècle, occupée uniquement par l'affairisme, l'argent, les bénéfices, le capitalisme, le gain, l'enrichissement, elle était égoïste. Aucune forme d'empathie, solidarité, penser aux autres, l'altruisme, ce n'est pas le fort des bourgeois à l'époque. Et lui fait partie de cette bourgeoisie. Donc il était égoïste. Ça, c'est négatif. Le narrateur ne le ménage pas. Il avait l'égoïsme d'un homme habitué. Dans habitué, vous avez la répétition. L'habitude, la répétition. À concentrer. Donc il met tous ses sentiments. Je vois la phrase, comment est-ce qu'elle est construite. Est-ce qu'on a dit que c'est un homme habitué à concentrer ses sentiments sur sa fille, le seul être qui lui fut réellement de quelque chose? Ensuite, il concentre ses sentiments dans la jouissance de l'avarice, ou bien vous avez le contraire? Très bien, Amal. Sa fille, dans la phrase, elle vient en deuxième position après la jouissance, le plaisir de l'avarice. L'argent lui procure plus de plaisir et il a plus de sentiments pour l'avarice et pour l'argent que pour sa fille, la pauvre, qui vient en deuxième position dans la phrase. L'ordre, il est très important. Balzac ne le fait pas par hasard, c'est voulu. Il a quelques sentiments chaleureux. Où est-ce qu'il met ces sentiments? Sur quoi est-ce qu'il les concentre? 1. L'argent, l'avarice, le plaisir de l'avarice. 2. Le seul être, et c'est souligné, le seul être qu'il chérisse au monde, c'était sa fille. Il a un seul être, c'est sa fille unique. Après la mort de sa femme, il ne lui reste que cette fille. Donc il devrait l'aimer et la chérir plus que tout. Mais non, il aime l'argent plus que cette fille unique qui lui reste. C'est le seul parent qui lui reste presque de sa petite famille. Je vous m'ayat à la phrase où il parle de sa fille. Le seul être qui lui fut réellement de quelque chose, sa fille Eugénie, et on aurait pu arrêter la phrase ici. Non, on a mis une virgule et on a apporté une information capitale. Pourquoi est-ce qu'il aime sa fille? Parce que c'est sa seule héritière. Quand il va décéder, qui c'est qui va hériter de son argent qu'il aime et qu'il adore, qui va prendre soin de son argent? C'est sa fille. Donc, qu'est-ce qu'il voit dans sa fille? Non pas sa fille unique, mais il voit en elle une future héritière de cet argent qu'il adore. Voilà ce qui explique son attachement à sa fille. C'est toujours par rapport à l'argent. Même l'amour qu'il porte à sa fille, il est toujours lié à l'amour et à la jouissance de l'argent. Voilà, c'est une sorte de prolongement Saïd. Voyez, avec une seule phrase, vous pouvez assassiner un personnage. Le portrait est complètement négatif. Donc, vous avez vu comment est-ce qu'on est passé du portrait physique, où l'on a déjà trouvé des indices sur le portrait moral, mais surtout le texte, il est structuré de cette façon-là. Tal la malice, on était dans le portrait physique. À partir de cette figure, jusqu'à sa seule héritière, ça va continuer, c'est le portrait moral. Donc le texte est très très clair. Quand vous lisez le jour de l'examen, vous prenez un stylo et vous êtes capable de marquer. On peut délimiter les différentes parties du texte. Je peux souligner en rouge le portrait physique, je peux souligner en vert le portrait moral, et s'il y a bien sûr le portrait vestimentaire, vous pouvez le souligner en bleu. Et dans ce cas-là, vous voyez dans le texte 3 couleurs, 3 parties distinctes, donc 3 parties distinctes aussi du portrait, et donc les 3 parties de votre commentaire composé. Et on continue. Alors, après ce portrait moral, attitude, c'est-à-dire l'attitude, le comportement de ce monsieur, attitude, les manières, la démarche, c'est-à-dire même la façon de marcher, de grandir, tout en lui. Donc vous avez ici une longue énumération, attitude, manière, démarche, et puis vous avez tout ici qui va reprendre un peu, c'est-à-dire tout dans la personne de Grandet, tout en lui. D'ailleurs, attester c'est témoigner, prouver cette croyance en soi. La croyance en soi, il y a la confiance en soi. Donc, quand il marche, son comportement, ses manières, ses gestes, sa façon de marcher, tout, quand vous voyez Grandet, eh bien, tout en lui prouve
une confiance en soi que lui a donné l'habitude d'avoir toujours réussi dans ses entreprises. Quel est le sens de cette phrase? C'est un bon spéculateur, très bien, très très bien. Ça, on est toujours dans le portrait moral du personnage. On est toujours dans la description morale du personnage psychologique, parce qu'on parle d'attitude, vous le dites. C'est la preuve qu'on est toujours au niveau de la description psychologique. On a attitude, manière et démarche. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit aussi sur la psychologie du personnage? Son trait de caractère après l'égoïsme et sa passion pour l'argent, on nous dit que c'est quelqu'un qui a confiance en lui-même. Très bien, Saïd. Il a un sentiment très fort de confiance en lui. Qu'est-ce qui lui a donné ce sentiment de confiance et de croyance en soi? Qu'est-ce qui lui a donné ça? C'est juste l'habitude. Chauffe le mot, il est très très fort. L'habitude, la répétition. La répétition, c'est un homme qui n'a jamais raté une affaire. C'est un homme qui a habitude, répétition, qui a toujours, habitude, répétition. Ces deux mots-là ont la même signification. Vous les relevez dans votre commentaire et vous dites, c'est une façon d'insister sur le succès, je vais dire constant. C'est un succès constant. Jamais il n'a perdu une affaire. C'est quelqu'un qui a l'habitude. Machi Galina, c'est quelqu'un qui a toujours réussi. C'est quelqu'un qui a confiance en soi et ça vient de l'habitude, la répétition, d'avoir toujours répétition réussi dans ses entreprises. Toutes les entreprises, tous les commerces dans lesquels il s'engage, il en sort gagnant et il fait des bénéfices incroyables. On a l'idée de finesse. C'est quelqu'un de très intelligent au niveau de la spéculation, du négoce, du commerce et des affaires, des entreprises et tous les projets qu'il entreprend. Très bien. Donc, portrait moral, croyance en soi, vous soulignez aussi. Égoïsme, croyance en soi, probité sans chaleur, intelligence dangereuse. Très bien. Aussi, qui exprime la conséquence. Alors, aussi, quoique, connecteur logique qui exprime l'opposition. Même s'il est de mœurs faciles et molle, c'est ce qui explique la syphilis, et molle en apparence. C'est-à-dire, quand on le voit, ses apparences laissent croire qu'il a des mœurs faciles et molles. Eh bien, même si l'apparence laisse comprendre cela, Monsieur Grandet, très bien, oui, opposition aux concessions, il y a la limite entre la concession ou la nuance entre la concession et l'opposition est des fois tellement difficile à expliquer. En fait, pas tellement difficile à expliquer dans un cours de grammaire où on le ferait facilement. Mais dans un cours de commentaire composé, si je dis concession, je pourrais dérouter vos camarades. Donc, de façon générale, entre concession et opposition, la limite, elle est très très mince. La frontière est très mince. Le lien logique qui est exprimé ici, la relation, c'est la concession avec le sens global d'une opposition. C'est-à-dire, il y a une opposition entre ce qu'il laisse apparaître, son apparence. Quand on le voit, on croit qu'il est de mœurs légères et molles. Alors que non, il n'en est rien. C'est quelqu'un de strict. Monsieur Grandet avait-il, on a l'inversion, on a aussi. Avec le connecteur logique qui exprime la conséquence aussi, vous devez toujours pratiquer l'inversion du sujet. Avait-il aussi, fume-t-il ou bien aussi, donc il faut toujours l'inversion. Monsieur Grandet avait-il un caractère de bronze? Il y a une opposition entre une apparence, le paraître et ce qu'il est vraiment. Il y a un côté paradoxal. Ce qu'on dit, une opposition entre le paraître, c'est ce que vous laissez apparaître, et l'être. Voilà. Toujours le personnage, il a un paraître et un être, surtout quand il porte un masque ou là c'est un personnage imposteur comme Tartuffe chez Molière. Il y a le paraître, votre apparence, ce qu'on devine à partir de ce que vous laissez apparaître et ce que vous êtes, l'être, ce que vous êtes. Donc, il y a le côté énigmatique. C'est quelqu'un
qui laisse apparaître, quand on le voit, on croit, à partir de son apparence, qu'il est de mœurs faciles et molles, mais ce n'est pas vrai, parce que Monsieur Grandet, ou Grandet, a un caractère de bronze. Quelqu'un qui a un caractère de bronze, très bien Saïd, vous l'avez bien dit, c'est quelqu'un d'imperturbable, quelqu'un de non flexible, quelqu'un de strict, quelqu'un de sévère, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de dur. Très bien, vous avez sorti tous les adjectifs dont j'avais besoin. Il a un caractère de bronze. Et en même temps, ici, c'est une expression idiomatique qu'on utilise dans la langue française pour dire quelqu'un de strict, mais en même temps, vous avez l'introduction d'un métal, le bronze. Le métal, il vient rejoindre le métal blanc, l'argent et l'or. Les métaux précieux entrent dans le texte. Ça renvoie à la richesse, le champ lexical. Voilà, tout à l'heure, on va relever aussi les champs lexicaux. Parce que quand vous me dites qu'il s'agit d'un portrait physique, vous devez me dire la preuve, on a un champ lexical qui renvoie au corps. On a le visage, on a les mollets, on a les rotules, puis vous avez les dents, le visage, les yeux, le nez, le menton. Voilà le champ lexical. Ici, nous avons aussi le champ lexical des métaux précieux, l'argent, l'or et le bronze, même si ici le bronze est utilisé dans une expression toute faite, un caractère de bronze. Mais c'est toujours le portrait moral. Monsieur Grandet est quelqu'un de strict, de sérieux, de dur, de froid, etc. Toujours, encore, toujours, l'adverbe qui renvoie à la répétition, à quelque chose de constant, quelque chose qui se répète et qui dure. Toujours vêtu. Ah, quand on rencontre le mot vêtu, on sait que l'on va entamer le vestimentaire ML. Très très bien. C'est le portrait vestimentaire qui commence maintenant. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On va voir maintenant si les vêtements correspondent à ce portrait moral négatif et à ce portrait physique négatif. Ou là, le vestimentaire, il sera positif. C'est quelqu'un qui est bien habillé. On verra. Pour quelqu'un d'égoïste, on se pose la question. Qu'est-ce qu'il va porter comme vêtement? Toujours vêtu. Ah, ouais, peut-être l'ironie. L'ironie, elle est là. Toujours vêtu. On ne peut pas toujours s'habiller de la même façon. Toujours vêtu, il faut un uniforme. Ce n'est pas un soldat, ce n'est pas un gendarme, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un enseignant pour être toujours vêtu d'une blouse ou d'une tenue de travail ou toujours vêtu de la même et toujours. C'est-à-dire qu'il y a une répétition et une répétition au niveau des vêtements, c'est négatif. C'est une anomalie, c'est anormal de toujours porter les mêmes vêtements. Il est toujours vêtu de la même manière alors qu'il n'est pas un soldat, qu'il n'est pas un gendarme. Aïe, aïe, aïe. On soupçonne quelque chose de négatif. Toujours vêtu de la même manière. Qui, c'est-à-dire parmi nous, parmi ses semblables, les gens de son mur, qui le voyait qui le voyait aujourd'hui, on a le temps de la narration aujourd'hui, le voyait tel qu'il était depuis 1791. Depuis 1791. Et vous avez la date de sortie du livre. On a un temps d'écriture, temps de la narration, etc. Donc vous avez au moins une trentaine d'années, ou même plus une quarantaine d'années, où le personnage portait toujours la même chose. Et là, vous avez une hyperbole. On a une sorte d'exagération. Il y a une caricature de la part du narrateur. En plus d'utiliser des adverbes et des mots qui soulignent la répétition, la reprise de la même chose pour dire qu'il ne change pas du style de vêtements, en plus nous avons cette phrase qui a un sens hyperbolique. C'est une hyperbolisation. C'est une hyperbole. Qui le voyait? C'est comme si, même nous on le dit en arabe, Ya sahbi, labis bahal min 1982, il porte toujours la même chose. Il y a de l'ironie et il y a une dimension hyperbolique, il y a une dimension d'exagération. Qui le voyait aujourd'hui, le voyait tel qu'il était depuis 1791. Et là, nous commençons, il y a du sarcasme, très bien, Marim. Et là, le portrait vestimentaire commence. C'est fort souligné. On commence par les chaussures, le bas. C'est une description toujours qui est montante, ascendante. Qui machina tout à l'heure pour le visage, pour les mollets, etc. On commence par le bas, les pieds. Qu'est-ce qu'ils portent? Pas des chaussures, pas des chaussures fines. Ils portent des souliers, comme un soldat. Donc on imagine des chaussures grossières, des chaussures très grosses. D'ailleurs, j'ai un adjectif antéposé, fort souliers. C'est-à-dire c'est des souliers
comme des souliers de soldats, comme des brodequins, ils sont gros, grossiers et faits avec des matériaux peu précieux. Donc j'ai un adjectif qui a une connotation péjorative. Normalement, les chaussures doivent être fines, bien travaillées, jolies à présenter. Mais lui, il porte des souliers, presque de soldats, qui sont forts, c'est-à-dire de grosses chaussures, qui se nouaient avec des cordons, c'est-à-dire les lacets. On a toujours des espadrilles ou des chaussures, donc vous avez des lacets. Voici des cordons de cuir. Pardon, je vais désactiver le... Ça grossit le texte. Voilà. Qui se nouent avec des cordons de cuir. Est-ce qu'elle porte des chaussures fines avec des lacets de laine ou de soie? Non. Les chaussures sont très grosses et grossières, elles sont vulgaires, elles sont moches à voir. Et en plus, on les noue avec quoi? Au lieu d'avoir des lacets, on a des cordons de cuir. Le cuir, c'est une matière qui... Pourquoi, à votre avis, ne porte pas des lacets ou des cordons de laine pour nouer ses chaussures? Il a des cordons. Voilà, c'est pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible parce qu'il est avare. C'est solide, le cuir est dur, solide. Il n'est pas usé par le temps, par les années qui passent. Donc, il achète des chaussures grosses et grossières avec du cuir, que des matériaux qui sont susceptibles de lui durer très très longtemps pour ne pas avoir à dépenser son argent en achetant de nouvelles chaussures qui s'abîment rapidement. Il portait en tout temps, c'est-à-dire toujours, tout le temps, en tout moment, il porte des bas de laine drapés. La laine pour des bas portés par un homme sous la culotte ou sous le pantalon court, les bas de laine, vous savez très bien que la laine est un matériau. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous portez des bas de laine, surtout les jeunes filles? Aujourd'hui, on porte des bas qui sont très très doux, très soyeux, ce qu'on appelle des bas mousse. Ça ressemble à de la mousse, c'est très doux. Ça pique. Bravo, CM. La laine, ça pique quand vous portez des bas. Ça pique la peau des jambes. Alors qu'il a les moyens de s'offrir des bas faits avec un matériau, avec un tissu qui est beaucoup plus raffiné et beaucoup plus soyeux, beaucoup plus doux. Non, il a opté pour la laine parce que la laine coûte moins cher. Quand on dit la laine est rêche. Voilà, c'est comme l'adjectif. Quelque chose de rêche, c'est quelque chose qui pique, quelque chose de dur. Le contraire de rêche, c'est soyeux. Bon, je vais écrire après le signe de l'opposé. Soyeux égale doux. Et pour le féminin, douce et soyeuse. Donc, il porte de la laine, encore un tissu grossier qui ne coûte pas cher. Il porte une culotte. La culotte, quand nous les hommes, à cette époque-là, ils portaient des sortes de pantacours et en bas, ils avaient des bas. Donc, c'était des culottes, c'est des pantalons qui se terminaient ou bien qui arrivaient jusqu'au genou, qui ne vont pas plus loin. Voilà, satiné, très bien, doux et satiné. Une culotte courte de gros, je vous maille les adjectifs, c'est ce qu'il faut relever le jour de l'examen pour le commentaire. Le drap, déjà le drap tawa, c'est un tissu vulgaire, grossier qui ne coûte pas cher. Le drap, ce n'est pas de la soie, ce n'est pas du satin comme elle dit celle, c'est du drap. C'est un tissu vulgaire, c'est un tissu grossier. Et en plus, cette culotte, elle est faite avec du drap marron, le tissu, le drap, il est de couleur marron, je vous l'adjectif qui le qualifie, il est gros. Les souliers étaient forts, et le drap de la culotte du pantalon est gros. C'est-à-dire, ce n'est pas, vous savez très bien, quand on porte des vêtements, on aime les vêtements les plus légers. Et non pas les plus épais. Il y en a l'épaisseur. Les vêtements sont gros, grossiers, épais. Ils ne sont pas du tout légers. Ce sont les vêtements légers qui caressent la peau, qui nous donnent cette sensation de liberté, de légèreté et de bien-être. En plus de leur douceur, ça caresse la peau. Il y en a tout ce qu'ils portent, il est censé durer. C'est fort, c'est gros et vous devez relever le champ lexical du costume ou du vêtement, les souliers, les cordons, la culotte et vous relevez aussi les adjectifs qui qualifient le port vestimentaire ou les pièces du costume du personnage. On a gros, on a fort pour les souliers et vous relevez aussi les noms des matériaux. De quoi sont faits les vêtements portés par le personnage? De tissu raffiné,
précieux, qui coûtent cher, qui sont doux, qui sont légers. Non, on a du drap, on a de la laine et on a du cuir. C'est un champ lexical que vous devez relever. Donc la culotte était marron, à boucle d'argent, à l'argent. Il manquait argent, on a bronze et on a or. Argent, or et bronze, champ lexical des métaux précieux. Donc le pantalon était marron avec des boucles, c'est-à-dire des boutons d'argent, qui avaient une couleur argentée, blanche, brillante, grise. Un gilet, donc ça monte, la description monte, les souliers, puis la culotte. Maintenant, il porte sur le torse un gilet de velours à raies, alternativement jaune et puce. Il porte un gilet. Qu'est-ce que vous pensez de ce gilet? Comment vous le trouvez? Même la couleur, très bien, qu'est-ce que vous voulez dire, même la couleur? C'est-à-dire la couleur marron? C'est bizarre, ça est très bien pour le gilet. Et la raison, c'est quand on porte du marron, c'est parce que on investit dans des vêtements de couleur, je vais dire, de couleur foncée, parce que les couleurs foncées supportent les salissures et la souillure. C'est-à-dire, même si vous salissez votre pantalon noir ou marron, c'est sombre, c'est foncé, c'est triste, mais en même temps, ça supporte la saleté, ça ne se voit pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de laver plus souvent le vêtement. Donc, le vêtement marron ou noir, puisqu'il est sombre, il cache la saleté, et donc vous ne pouvez pas le laver tout le temps. Vous pouvez garder les salissures, et donc vous n'allez pas abîmer le pantalon en le lavant très très souvent. Très bien noté. Marron. Ensuite, on a le gilet de velours. Vous avez encore ici le tissu, le velours. Bon, ça va, le velours c'est moyen. Arrêt alternatif. Quand on dit des raies, c'est-à-dire qu'il y a des traits, il y a des stries il y a des rayures qui sont dessinées sur le gilet. Jaune et puce. Puce, c'est quelle couleur? Puce. Grenat, c'est plutôt grenat saïd. Bordeaux, c'est un rouge foncé, ce qu'on appelle le grenat. C'est que les puces, elles sont gorgées de sang. Elles sont gorgées de sang, les puces qui absorbent une grande quantité de sang. Donc, il porte un gilet avec des rayures. Il y a des rayures jaunes qui alternent avec des rayures grenat, bordeaux foncé. Qu'est-ce que vous pensez de ce gilet? Moi, je le trouve ridicule un peu avec ses rayures. Pour un homme riche, porter... je dis toujours aux étudiants, il me fait penser à une guêpe ou à une abeille. Parce que c'est les rayures jaunes grenat. Ce n'est pas du tout joli, ce n'est pas du tout raffiné. Donc, on dirait qu'il porte les vêtements qu'il achète non pas pour leur beauté, ni pour leur qualité, et encore moins pour leur couleur assortie. Il achète tout ce qui lui tombe sous la main, qui ne coûte pas cher. Donc pour moi ici, on est dans un portrait plutôt ridicule. Moi je dis c'est le gilet avec des rayures jaunes et grenat, manque d'harmonie au niveau des couleurs. Avec la culotte marron, ça se marie très très mal. Il ressemble à une guêpe ou à une abeille avec ses rayures jaunes. Donc le personnage devient ridicule. Le port vestimentaire condamne le personnage. Et ce gilet, il n'est pas du tout ouvert, il est boutonné carrément, c'est-à-dire il a fermé tous les boutons du gilet, ce qui va lui donner un côté écolier, sérieux, strict, boutonné carrément. On a l'adverbe qui insiste sur le fait que le personnage a fermé, le gilet serre la poitrine de ce monsieur qui ne laisse aucun bouton ouvert pour séduire, pour respirer, pour... Donc, on a le côté, le montant droit, boutonné carrément. Puis, il porte sur les épaules un large, l'adjectif. On avait fort, on avait gros, et on a un large habit. On n'a pas dit une cape, une jolie cape pour homme. Il porte un habit marron, la couleur marron, encore une fois, qui supporte la saleté, à grands pans, c'est-à-dire constitué de morceaux. Les morceaux, il porte un large habit marron qu'il jette sur ses épaules, constitué de grands morceaux de tissu. C'est marron, une cravate noire et un chapeau de taquer. Donc c'est un chapeau qui est fait avec un tissu
importé certainement, soit d'Irlande, soit de Grande-Bretagne. Il porte un chapeau et une cravate noire, ce qu'il y a de plus modeste, comme tissu, ce qu'il y a de plus modeste comme... donc, qu'est-ce qui caractérise le port vestimentaire? La matière, les tissus ne sont pas précieux, donc ou précieuses. Les matières, les tissus ne sont pas très précieux. Ils sont modestes. Les couleurs sont mal assorties. Les vêtements sont grossiers, les chaussures sont grossiers et tous les tissus sont grossiers, gros, épais, lourds, rêches et ils sont censés durer très très longtemps. Donc ce n'est beau ni esthétiquement, ni je vais dire au niveau de la constitution et de la composition de ces vêtements, comme s'il s'agissait d'une personne pauvre. Nous avons ici un port vestimentaire qui est digne d'un homme pauvre. Aucun effort esthétique et aucun effort n'est fait sur le bien-être. Le bien-être par rapport à la douceur et à la légèreté des tissus et des chaussures qui sont portées par ce monsieur. Et toutes les matières utilisées sont grossières, elles sont modestes, peu chères, peu précieuses et en même temps elles durent longtemps. Donc le port vestimentaire vient souligner un défaut physique, un défaut psychologique, un défaut moral, l'avarice du personnage. Très très bien Ahmed. Et avec cette apparence vestimentaire, non seulement il est avare, donc il ne dépense pas d'argent sur son apparence vestimentaire, mais c'est une façon aussi de cacher son jeu, c'est une façon de simuler, de faire semblant de ne pas être aussi riche qu'il ne l'est face aux habitants de Saumur. C'est quelqu'un qui cache sa richesse et en même temps c'est quelqu'un qui économise et qui ne dépense pas beaucoup d'argent sur son apparence. Apparence négligée, vêtements modestes, grossiers et pas du tout séduisants. Il cache sa richesse très très bien avec des couleurs foncées, des couleurs tristes qui vont ajouter à cette laideur physique qui a été soulevée au début du texte. Ensuite, on continue avec les vêtements, on va vers les mains. Donc il avait des gants pour protéger ses mains du froid, du soleil. Ces gants aussi, vous avez une comparaison introduite par aussi. Aussi solide. J'ai l'adjectif solide qui rejoint fort pour les souliers et gros pour le drap marron. Il y a des gants aussi solides que les cordons de cuir, aussi solides que ceux des gendarmes. Il y a une comparaison introduite par aussi entre les gants de Grandet qui étaient d'une grande richesse et les gants en cuir des gendarmes qui étaient des gants usuels, utiles et utilitaires. Ces gants lui duraient 20 mois. Le narrateur est en train de se moquer du personnage, il nous donne les détails. Bien voilà, il achète des gants solides, donc ce sont des gants qui ne sont pas souples, ce sont des gants qui ne sont pas faciles à porter, ce sont des gants qui sont rêches, ce sont des gants qui doivent être moches à voir, peut-être en cuir. Pourquoi est-ce qu'il opte pour ces gants d'une grande laideur? C'est parce que les gants vont durer 20 mois. Une année et demie, ils vont être utilisés par le personnage. Durables, très très bien. Des gants inconfortables, très bien, mais qui sont durables. Et on a eu un autre détail introduit par la conjonction de coordination et la virgule. C'est une phrase apposée, c'est-à-dire c'est un détail important qui est introduit par le narrateur. Et pour les conserver propres, pour ne pas avoir à les laver, pour ne pas les abîmer, qu'est-ce qu'il fait? Grandet les posait sur le bord de son chapeau en allant parfait, non seulement de la description mais de la répétition, l'habitude. Il les posait toujours sur le bord de son chapeau à la répétition du même geste, à la même place, par un geste méthodique. Le même geste méthodique, répétitif, au même endroit, à chaque fois, il pose ses gants. Est-ce que vous n'avez pas un autre procédé de caractérisation ici? Très bien, Saïd, vous n'êtes pas loin. Vous parlez d'un rituel ou bien, comment est-ce qu'on appelait cela? Un vice ou mieux encore, on a parlé des tics et des manies. Bravo.
c'est un tic, c'est une manie, c'est un caprice chez lui. C'est une habitude, c'est un tic automatique, c'est un geste automatique, c'est compulsif, c'est beaucoup plus fort que lui. Dans son inconscient, son avarice le pousse à toujours poser les gants sur le chapeau de la même façon, avec le même geste méthodique, parce qu'il est habité par l'avarice et par la peur d'acheter une nouvelle paire de gants. Donc, le narrateur se moque du personnage en soulignant un tic. Le tic ici n'a pas pour fonction de rendre le personnage plus humain. Non, le tic vient souligner un défaut psychologique, un défaut moral. Le port vestimentaire souligne l'avarice. Et même là, le tic vient souligner, il met l'accent, il vient grossir le défaut du personnage, son défaut moral, l'avarice. Voilà, il est tellement avare que c'est devenu un tic inconscient, automatique et compulsif chez lui. Ensuite, l'énigme. La dernière phrase vient renforcer le côté mystérieux de cet homme sur qui on ne sait pas grand-chose. Saumur. Et là, c'est une sorte de métonymie. On a utilisé la ville pour les habitants, le général pour le particulier. Saumur, c'est-à-dire la ville de Saumur, pour dire les habitants de la ville de Saumur, ne savaient rien de plus sur ce personnage qui restait une énigme et un mystère pour tous. Voilà. Donc là, nous avons fait le tour du texte et nous ressortons avec une grande conclusion. Vous me l'avez dit au début du texte, vous m'avez dit le narrateur brosse le portrait ou dresse le portrait d'un personnage masculin en mettant l'accent sur trois aspects, le côté vestimentaire, le côté moral et le côté physique. Dans l'ordre, le physique, le moral et le vestimentaire, même si on l'a bien vu, le côté moral, il est caché même dans les détails extérieurs, c'est-à-dire dans les détails physiques et vestimentaires. L'avarice du personnage et sa laideur morale, ils transparaissent dans son portrait vestimentaire et dans son portrait physique. Donc, vous constituez votre commentaire, vous le composez de trois grandes parties. Un, le portrait physique, le portrait moral et le portrait vestimentaire. Et vous sortez avec une grande conclusion. Il s'agit d'un portrait qui est négatif du début à la fin, avec des moments de doute et de paradoxe. C'est-à-dire que le personnage ne manque pas d'intelligence, de finesse, mais il reste mystérieux, il est énigmatique, il est paradoxal. Même s'il est intelligent, c'est une intelligence qui ne sert à personne. Même s'il est probe et honnête, c'est une probité qui ne profite à personne. Mais c'est un portrait généralement physique, moral et vestimentaire qui est négatif, péjoratif du début à la fin. Pourquoi on a ce détail? On a relevé les champs lexicaux, les vêtements, on a relevé le champ lexical du corps, on a relevé aussi le champ lexical des métaux précieux, puisqu'il s'agit d'un personnage riche. Puis on a relevé des adjectifs, ceux qui ont une connotation, ce qu'on appelle des évaluatifs. Il y a des adjectifs évaluatifs positifs et il y a des adjectifs évaluatifs à connotation négative, péjorative, pour justement souligner